Bonsoir, Elia Lassou. Bonsoir, M. Alors, Banga. hier, l'on vous appelait le Libanais de Babo. Aujourd'hui, l'on vous appelle le Libanais du RDR, donc de Ouattara. Ça ne vous gêne pas, cette appellation? Ce sont les journalistes qui m'ont affublé de ce sobriquet en fonction de ma trajectoire politique, de mon parcours politique. Mais c'est une réalité tout de même. Bah, écoutez, je laisse les gens apprécier. Maintenant, vous savez, porter le nom d'un président de la République, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais vous savez, le plus important... Surtout que vous étiez très proche de lui. C'était de savoir, et toujours de savoir où on va, ce que l'on veut, et où on veut atterrir, surtout quelles sont les convictions qu'on veut défendre. Vous savez, Clémenceau disait quelque chose de très simple. Quand on a quelque chose à dire, il faut avoir le courage de le dire. Quand on a quelque chose à faire, il faut avoir le courage de le faire. Et quand on le sait, il faut y aller. Moi, je sais ce que je veux pour la Côte d'Ivoire. Je veux que les Ivoiriens vivent dans une parfaite harmonie. Je veux qu'elles vivent en interdépendance avec les autres communautés. Tout à fait. Donc, vous voyez que tout ceci transcende les clivages politiques et les partis politiques. Donc, je suis en harmonie avec ma conscience. Je n'ai aucun souci. Oui, mais quand on dit que si l'on vous appelle le Libanais de Babo, c'est parce que vous êtes très proche de lui. Il n'y a pas de honte. Tout d'abord, je suis ivoirien. Malgré, non, je veux dire, y a pas de heureusement, honte à avec cela. ma couleur de peau. Ah non, Ouais. mais je ne renie pas, si vous voulez, cette appartenance antérieure. Mais je dis simplement que je n'étais pas très proche de lui, mais je soutenais l'ancien président de la République. Ses actions, vous souteniez ses actions. Oui, et puis ses convictions. Donc voilà ce qui a amené les journalistes, justement, je disais tantôt, à m'affubler de ce sobriquet, que bon, je n'ai pas rejeté, mais encore une fois, c'est des noms qu'on vous donne comme ça quand vous êtes comme tous les acteurs politiques. On vous affuble de certains pseudonymes. Tout à fait. Voilà. Des noms qui tiennent compte quand même de la réalité du terrain. Cela dit, aujourd'hui, vous êtes un militant du RDR, c'est cela? Oui, tout à fait, absolument. Un vrai militant du RDR? Je pense l'être, oui. Vous savez, je suis entré au RDR, je le disais, il y a presque 2 ans maintenant, sans faux fuyant, sans complexe. C'est un mariage non trompeur parce que je défendais les idées de ce parti depuis 4, 5, 6 ans, depuis belle lurette, c'est-à-dire le vivre ensemble, la cohésion, la tolérance, l'ouverture, le multiculturalisme qui est une chance. Parce que la diversité, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. La différence, c'est un droit qu'il faut respecter et qui peut être justement porteur de bonheur et puis qui peut créer la beauté et l'harmonie. Donc toutes ces thèses-là, je les défendais depuis plusieurs années. Donc, j'ai vu que ce parti-là correspondait le plus à mes convictions viscérales. Vous l'aviez dit, donc Et vous, puis, y êtes par conviction? Mais vous y êtes par absolument, conviction? mais par Pas conviction. par intérêt? Pas du tout. Je ne vis pas de la politique, M. Banga. Donc, je ne vais pas dans un parti politique pour y avoir des intérêts. Alors, je vais pour défendre des idées, des idéaux, des convictions, des valeurs et des vertus. Et puis enfin, le RDR m'a ouvert les bras. En politique comme dans la vie, vous allez où on vous ouvre les bras. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? On m'a accueilli à bras ouverts. On m'a dit que on veut que tu sois avec nous. On veut que nous travaillions ensemble. Pourquoi voulez-vous que je balaye d'un revers de la main une proposition aussi intéressante? Tant que ça fait avancer la Côte d'Ivoire et les institutions de la République et ceux qui les incarnent. D'accord. Et notamment au premier chef, le président de la République. Alors, pourquoi depuis 2000, vous n'êtes pas allé directement au RDR? Vous avez transité d'abord par la majorité présidentielle avant d'atterrir aujourd'hui au RDR. Pourquoi avoir attendu 10 ans pour le faire? Tout d'abord, le contexte n'était pas le même. En 2002, le pays a été attaqué. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Donc, il y a eu une attaque armée. Il fallait donc, de manière patriotique, de manière nationaliste, mais pas exagérée, pas étriquée, il fallait défendre les institutions de la République qui étaient attaquées. Donc, voilà le chemin, à la limite, je dirais, initiatique que j'ai suivi, que vous ne choisissez pas forcément parce que l'attaque de 2002, personne ne l'a choisi. Tout à fait. Donc, il fallait faire bloc derrière on va en parler. le pays et celui qui les incarne. Aujourd'hui, vous êtes militant avéré, je dirais, du RDR, c'est cela? Absolument. Militant avéré du RDR. Comment les militants de ce parti vous ont-ils accueilli? Ils m'ont accueilli vraiment de manière, je dirais même quasiment spectaculaire, à bras ouverts, avec vraiment de la franchise, de la sincérité. Pas plus tard encore que 15 jours, j'ai été invité, et je tiens à lui rendre hommage, par le secrétaire général
le ministre Amadou Soumaro, dans son village à Séguéla, où j'ai passé près de 5 jours. Et je suis déjà allé en tournée avec lui il y a près d'1 an. Donc quand vous faites des tournées de sensibilisation, des missions avec le patron du parti, et que même à la base, vous êtes accueilli par les sections, quand je vais au siège, je suis vraiment tout le temps accueilli avec sourire, avec fierté. J'ai l'impression qu'on attendait mon arrivée depuis longtemps. Vous voulez dire que cela vous a manqué au FPI? Les gens ne vous ont pas ouvert les bras là-bas? Je vois qu'on ne peut rien vous cacher. Donc vous lisez entre les lignes. Vous savez, moi je n'ai jamais été FPI. J'ai soutenu celui qui incarne les institutions de la République et le président de la République. Mais qui avait une famille politique aussi. Oui, mais beaucoup de personnes le soutenaient sans être dans son parti naturel. Moi, mon parti naturel, c'est le RDR. Et maintenant. Bien sûr. Et ces idées-là, je les ai défendues. Et force est de constater qu'avec le temps, malheureusement, on a eu des points de divergence. On était en rupture de banc idéologique. Même avec l'ancien président et puis certains membres de la galaxie patriotique. D'accord, on va en parler. Alors, Elie Alassou, regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi si le président de la République, Laurent Gbagbo, était toujours président de la République de ce pays, est-ce que vous l'aurez quitté un seul instant pour le RDR? Je vous regarde dans le plus profond des yeux. Je vous dis sans condescendance et aussi sans outrecuidance, je ne serais pas resté avec l'ancien président de la République parce que, premièrement, j'estime qu'il a perdu les élections et surtout, quand on a vu les 3000 morts qui se sont déroulés devant nos yeux. Je précise ma pensée. Oui. S'il avait gagné les élections. Non, je vous répète que même s'il avait gagné les élections, je ne serais pas resté avec lui parce que nous étions en rupture de banc idéologique. Et j'ai vu après les conséquences irréversibles de la crise post-électorale. 3000 morts, M. Banga. C'est une descente aux enfers sociétales. C'est une déflagration sociale. C'est une déliquescence humanitaire à laquelle on a assisté. 3000 morts, c'est un chiffre officiel. Mais officieusement, il faut qu'en Afrique, on accepte de battre campagne pour quelqu'un et accepter qu'il ait perdu ou qu'un autre ait gagné. Vous le dites parce qu'il y a eu une crise post-électorale. Mais s'il avait gagné dans les normes, est-ce que vous seriez aujourd'hui militant du RDR? Pas du tout. Parce que je dirais que notre séparation, entre guillemets, avait déjà commencé depuis 2007, au temps des audiences foraines, et j'espère qu'on va y revenir, au temps de l'enrôlement. Et puis le paroxysme a été atteint pendant la crise post-électorale. Donc nous étions quasiment en rupture de banc idéologique, comme je vous le disais. Nous n'arrivions plus à accorder nos violents, tant avec le président qu'avec les leaders de la galaxie patriotique. Donc je ne pouvais pas rester. Surtout même s'il avait gagné, et la suite des événements m'a donné raison. Parce qu'un pouvoir ne se confisque pas. Il faut respecter le verdict des urnes. C'est ça la démocratie, c'est ça l'état de droit. Il faut incarner la légitimité institutionnelle, la légalité constitutionnelle. D'accord. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le couple Ouattara? Écoutez, j'ai de très bons rapports, comme je les avais depuis longtemps. La première dame de Côte d'Ivoire m'a fait l'honneur de me recevoir il y a 5 mois. Nous étions en contact depuis 2006-2007. Donc beaucoup même de dignitaires du RDR, nous étions en contact parce que... Elle a joué un rôle dans votre... Aucun rôle. Vous savez qu'elle est la politique. Je pense que ça ne vous a pas échappé non plus. Non, simplement, ce sont des contacts humains. Ce sont des contacts relationnels. Parce qu'au-delà de la politique, il y a des relations humaines. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire chez nous en Afrique. La politique est trop passionnée. On fait passer la politique au-dessus des relations fraternelles et amicales. Moi, je ne me rentre pas dans ce schéma-là. Voilà, pour moi, c'est une mère avant tout. Voilà, elle est la première dame de tous les Ivoiriens, comme le président de la République. Vous aviez des rapports avec elle avant qu'elle ne soit, que le RDR ne soit au pouvoir? Nous avions des contacts. Est-ce que vous n'étiez pas une top au sein de la galaxie patriotique? Mais qu'est-ce que ça veut dire une top? Pourquoi je serais une top? Si vouloir la paix pour son pays, si vouloir que les Ivoiriens vivent ensemble, si on veut qu'ils ne se regardent plus en chien de faïence, si on veut une Côte d'Ivoire où la République respecte les étrangers, où les étrangers respectent la République, et où les Ivoiriens respectent aussi les étrangers, et où les étrangers respectent aussi les Ivoiriens. Si on est pour le fait que, comme Oufoué le disait, il n'y ait que des habitants de la Côte d'Ivoire, si pour toutes ces raisons, si on veut l'amour et pas la haine, si on veut la paix et pas la violence, si on veut respecter le verdict des urnes en 2010, pour toutes ces raisons, si on veut que je sois une taupe, mais moi ça ne me dérange pas, si ça fait avancer mon pays. Mais je suis en harmonie avec ma conscience,
Et je pense que si j'avais été ce que vous dites, peut-être que je ne serais plus vivant de ce jour-là. Donc, franchement, moi, je suis complètement en phase avec mes convictions qui sont au-dessus la majorité des partis présidentielle politiques. savait que vous aviez des rapports avec le couple Ouattara? Oh, mais j'imagine que oui. Non, dire que j'avais des relations avec le couple Ouattara, c'est un peu trop dire. Je vous disais que nous étions en contact. Voilà. Maintenant, vous savez, même le président de la République avait des contacts avec M. Ouattara, l'ancien président de la République. Il avait aussi des contacts avec un peu tout le monde, avec le président Bédié. Et quand il allait rendre visite... C'est au sommet de l'État. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les avoir au bas de l'État, au bas du pays? Je pense que nous ne sommes pas moins humains que ceux qui sont au sommet de l'État. Alors, Monsieur Eli Alassou, on va parler de vos activités à l'intérieur, n'est-ce pas, les activités que vous avez entreprises naturellement, avec les membres de la Galaxie patriotique. Alors, vous participez au grand rassemblement de la place de la République. Alors, j'allais vous demander, de quoi vous vous mêlez quand on parle de rassemblement d'Ivoiriens? C'est une affaire ivoiro-ivoirienne. Pourquoi vous comme je le suis aussi. Voilà, des Ivoiriens blancs, ça existe, comme des Français noirs, des Canadiens noirs et tout ce qu'on veut. Vous savez, la communauté blanche est présente en Côte d'Ivoire depuis 1890. Ça fait 122 ans. Donc, le sang de la Côte d'Ivoire coule dans nos veines. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes fier d'être Ivoirien? Mais pourquoi je ne le serais pas? Bien sûr. Les Ivoiriens, le pays. Notre hymne national le dit. C'est quoi? C'est notre hymne national? Mais bien sûr, mais évidemment. Et c'est pour ça que vous avez tout abandonné un temps, en 2002 je crois. Vous Absolument. avez tout abandonné, vous étiez en France. Complètement. Vous aviez un bon boulot. Oui. Vous avez laissé tomber tout ça pour venir défendre la République attaquée. Mais le contraire aurait été étonnant. C'est un devoir de mémoire, de reconnaissance et de gratitude envers l'État de Côte d'Ivoire qui m'a vu naître, qui a vu venir mes parents, mes arrière-grands-parents. Qui t'a formé. Qui m'a formé. Je suis l'expression du meilleur modèle d'intégration au monde qu'est la Côte d'Ivoire, qui ressemble aux États-Unis d'Amérique. C'est ça, ce format, ce moule de l'intégration qui amène justement à la tolérance. Je suis l'expression d'une tolérance. C'est pour ça que je ne peux pas accepter l'exclusion, le sectarisme, l'ostracisme. Donc pour toutes ces raisons, il fallait venir défendre le pays, permettre aux institutions de rester debout et de permettre la marche en avant. Mais tout ceci dans le rassemblement et l'union. C'était l'expression par le passé. La République debout. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Parce qu'on voit des soubresauts sporadiques, tout à fait. Ça et là, où il y a des velléités de déstabilisation. On ne vous sent pas trop. On ne vous sent pas trop. On ne sent pas l'ex-Libanais de Babo, aujourd'hui Libanais de Ouattara. On ne vous sent pas trop. Vous ne bougez pas assez comme par le passé. Je vois que vous aimez bien cette expression. Sur ces images-là, oui. Vous aimez toujours me caractériser par un on est habitué. Sinon, je m'appelle Eli Alassou, j'ai un nom. Alors, on vous voit souvent, on vous voit dans ces images avec les dignitaires de l'ex-régime. Là, on vous voyait, vous affichiez, mais aujourd'hui, non, on ne sent pas cela. Eli Alassou, pourquoi on ne vous sent pas? Merci. Mais il y a à peu près 3 semaines, on nous a vus à la Bourse du Travail avec une nouvelle organisation que nous avons mise sur pied sur les fonds baptismaux, le CAP, qui est justement un nouveau cap de la jeunesse ivoirienne, qui est la paix, la tolérance, l'ouverture, l'exhortation au travail et à la discipline. Mais les meetings, tout et ça, on m'a vu partout dans les journaux, à la télé. On ne vous voit plus dans les meetings. Ah, mais si, je fais les meetings. Les meetings à l'intérieur du pays. Pas du on tout. ne voit rien à la télé. Alors que par le passé, tous vos faits et gestes étaient automatiquement montrés à la télé. Mais vous savez, la périodicité des images à la télé n'est pas un indicateur des activités sur le terrain, puisque toutes les activités ne sont pas forcément télévisées. Mais si vous regardez les journaux et si vous regardez entre autres la télé, vous verrez que je fais des activités. Mais le but, c'est surtout du contact, du corps à corps. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que la fracture affective est importante en Côte d'Ivoire. Dieu merci, depuis 1 an et demi, on essaye de renverser les choses dans le bon sens. Et c'est d'ailleurs pour ça, au CAP, j'avais dit à mes frères patriotes et même à tous les jeunes, celui qui vous parle de haine, parlez-lui d'amour. Celui qui vous parle de division, parlez-lui de paix et de rassemblement. D'accord. C'est ça, l'avenir du pays. L'avenir du pays. Et notamment l'avenir de la jeunesse. Parce que vous savez, comme De Gaulle disait, la grandeur d'un pays, ça n'est pas sa superficie ou le nombre de sa population, mais c'est la grandeur de ses hommes, de ses femmes et de sa jeunesse. Merci. Alors, votre amour pour le président Babo était très fort, hein, à tel enseigne que vous avez créé
une association citoyenne pour Babo. Citoyenne, voilà. Citoyenne pour Babo. Pourquoi? Mais parce que vous voyez C'est bien l'amour que vous aviez pour lui, c'est... pour le pays et puis pour lui qui l'incarne. Voilà. Donc, et vous avez bien vu dans le dénominatif de cette association le mot citoyenne, parce que ce serait bien, quel que soit le président qui est en place, qu'on ait une association qui porte son nom ou pas, qu'on ait des comportements républicains, civiques et citoyens. Tant qu'on ne se démarque pas de cela, je pense qu'on est sur le droit chemin. Malheureusement, j'ai été incompris. C'était un engagement très fort. Bien sûr. À tel enseigne que vous avez eu des ennuis avec votre employeur. Complètement. Comment ça se passait assez rapidement? Bah, en un mot, lorsque j'ai créé ce mouvement à grand renfort médiatique international et national, bon, on m'a remercié de mon travail de directeur commercial. Et puis voilà, parce qu'on n'a pas accepté le fait que je me prononce politiquement au grand jour et que je prenne position. Mais c'est surtout le fait que je rentre de plein pied dans la politique. Vous savez, j'ai brisé un tabou. Surtout dans la communauté blanche vivant en Côte d'Ivoire. Là, on vous voit, je ne vous coupe pas, on vous voit animer un meeting. C'était où là? Là, c'était à Dzopé, en meeting de paix, en 2007, quand il fallait exhorter les Ivoiriens à la paix et accepter la nomination de Soro Guillaume au poste de Premier ministre. D'accord, on va en parler, mais voilà. Vous étiez aussi candidat à cette... Absolument, j'étais candidat contre lui en 2005, avant la nomination du Premier ministre Charles Konan Banny. Et j'ai donné les arguments percutants et pertinents de ma candidature. J'estimais que je pouvais, aussi bien que lui, être Premier ministre. Je n'ai pas été bloqué lorsque je devais, 4 ans plus tard, pour la paix, pour respecter les accords politiques de Ouagadougou et pour la paix pour mon pays, faire des meetings pour qu'il puisse être Premier ministre. Quels sont vos rapports aujourd'hui, vos rapports avec Soro Guillaume aujourd'hui? Nous avons de très bons rapports. On ne se voit pas souvent malheureusement, mais nous avons... des rapports excellents. C'est le deuxième personnage de l'État, donc je lui dois respect. Alors, votre implication politique vous a valu, n'est-ce pas, la perte de votre emploi. Est-ce que l'employeur a payé vos droits? Après un long marathon juridique, oui, il a fini par s'exécuter. Voilà, donc justice a été rendue. Mais maintenant, ou bien il y a un moment que... Il n'y a pas très longtemps. Mais à cette époque, est-ce que la majorité présidentielle que vous aimiez tant a pu faire pour vous, pour le paiement de vos droits? Oh, vous savez, mon combat n'a jamais été intéressé. Donc, c'est plutôt à eux qu'il faut poser la question, de savoir... On peut vous poser aussi la question. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, cette majorité présidentielle? À l'époque, elle était au pouvoir. Oui, mais je pense que je ne me situe pas dans un contrat aller-retour. Voilà, donc, on vous le concède. Sous la refondation, vous preniez, n'est-ce pas, de fortes positions. Au cours des audiences foraines, le président Babo avait demandé que la liste électorale soit désinfectée. Et vous avez jugé cela intolérable, irresponsable. Mais ça heurtait ma conscience. Ouais. Ça m'a rappelé les thèses hitlériennes et nazies. Et je l'ai dit ce jour-là à grand renfort médiatique. Mais c'est inconcevable pour la Côte d'Ivoire. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire, qui est un pays d'hospitalité, de fraternité, de concorde nationale. Et donc, je ne pouvais pas, si vous voulez, admettre qu'on puisse parler d'êtres humains comme des rats, des goûts, comme des souris, comme des cafards. Mais il y a qui à désinfecter? Il suffit de dire simplement que ces personnes ne remplissent pas les critères pour être sur la liste électorale, conformément au code électoral. Alors, vous dénoncez également... Donc, je ne voulais pas qu'on voue aux gémonies certaines populations. On est d'accord. Vous dénoncez également le slogan de campagne du candidat Babo pour avoir traité Ouattara de candidat de l'étranger. Ça aussi, ça a heurté votre conscience. Mais évidemment, ça m'a choqué. Mais de quoi vous mêlez? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est son droit de parler, non? Non, pas du tout. De dire ce qu'il pense aussi. Mais il y a des manières de le dire. Et puis même le fond de la pensée n'est pas bonne. Et je l'avais dit en plus entre les deux tours. Vous savez, un candidat président sortant ne doit pas faire campagne comme un candidat classique. Quand on est candidat président, on est rassembleur. Voilà, parce qu'on est le père de la nation. On est président de tous les Ivoiriens. On est même président même de celui contre qui on est candidat. Logiquement, si on suit la loi. Bien sûr. Donc, il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer parce que vous savez... Est-ce que vous l'avez dit tout ça? Vous savez, François Mitterrand disait, les mots, c'est des machines extraordinaires à fabriquer du sens ou à broyer du non-sens. Et ce sens-là peut être explosif et peut justement amener à la déflagration sociale. Ça, je le lui ai dit
en catimini, et j'ai fait des conférences de presse où je l'ai dénoncé, c'était entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Vous lui avez dit en catimini, qu'est-ce que vous voulez dire là? Je l'ai dit quand on s'est vu, lui et moi, au QG de campagne. Oui. Je le lui ai dit. Assez sérieusement? Mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit, on verra la suite. Ce qui me dérange un peu chez vous, c'est que par moment, vous dites que vous épousez véritablement les idées, les idéologies, n'est-ce pas, de Gbagbo, et puis après, vous dénoncez les quelques dérives. Mais qu'est-ce que vous liez véritablement? Mais monsieur Laurent Banga, Oui. moi je ne fais pas du suivisme moutonnier. Je ne fais pas du militantisme aveugle ou béat. Même votre père ou votre mère, vous êtes souvent en désaccord avec eux. Est-ce que pour autant ce ne sont plus vos parents? Mais l'ancien président de la République, je lui disais des choses quand ça n'allait pas. Non, on ne peut jamais se séparer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas en accord sur certains points. On ne peut jamais se séparer, je vous le rappelle, on ne peut jamais se séparer d'un frère, c'est le président Faure-Boigny qui le disait, on ne peut jamais se séparer d'un frère, même quand il ne sait de se comporter comme tel. Mais on peut se séparer d'un ami, d'un copain, d'un camarade politique. Alors, si vous voyez que vous n'êtes plus en phase avec l'idéologie en question, moi je pense que le bon sens commande que vous preniez vos distances. Oui, le bon sens recommande qu'on prenne ses distances. Mais vous ne l'avez pas fait. Mais qui vous dit que j'ai pas fait, je n'ai pas pris mes distances? Je les ai prises. Justement, mes prises de position en 2007, 2008, 2009 et pendant la campagne électorale, c'était des prises justement de distance pour leur dire attention, vous êtes en train de porter un coup à la cohésion sociale. Mais en même temps, vous meniez campagne pour lui. Je ne comprends pas, il y a une contradiction. Mais non, il n'y a pas de contradiction. Vous dénoncez, vous menez campagne. Non, parce que il y a des points idéologiques avec le président Laurent Gbagbo, l'ancien président, avec lesquels j'étais en accord. Que sont le patriotisme, que sont le nationalisme, encore une fois pas étriqué mais tolérant. Voilà. Et je disais ça à tous mes amis, que le patriotisme, ce n'est pas la xénophobie, que le nationalisme, ce n'est pas le repli sur soi, le repli identitaire. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons divorcer complètement. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques soubresauts et il y a eu quelques petites ruptures. Et c'est ce qui a amené, en 2010, à ce que quasiment on se sépare d'un commun accord. On m'a quasiment, entre guillemets, sans être en exagération, quasiment mis à la porte. Donc pourquoi vous ne voulez pas que j'aille ou on m'ouvre les bras? Donc, non, attendez. Il a fallu... On vous a mis à la porte. Mais quasiment. Ce n'était pas votre volonté de partir? Si, c'était d'un commun accord, mais c'est quasiment une mise à la porte aussi. Mais c'était d'un commun accord, ça m'arrangeait, si vous voulez, parce que je sentais que je ne pouvais plus porter ces idées dans le camp auquel j'appartenais. Est-ce qu'on peut dire en ce moment-là que vous étiez là-bas par conviction? Parce que quand c'est par conviction, quand on a une forte conviction pour quelque chose, on y reste, en dépit des vicissitudes. Oui, en dépit de ce qui arrive. Ma conviction, elle était simple. C'était un patriotisme tolérant. C'était un nationalisme ouvert. C'est en 2010 respectueux de la différence des autres. C'est en 2010 seulement que vous avez vu ça? Non. Je vous disais que depuis les audiences foraines, depuis l'enrôlement, 2007, 2008, jusqu'en 2010, pendant ces 4 dernières années, je n'ai cessé de leur dire, chers frères, ne confondez pas l'amour de la patrie avec la haine de l'autre. Est-ce que vous avez parlé une fois encore avec le président quand vous avez senti qu'on vous fermait pratiquement la porte? Parce que vous n'étiez pas le bienvenu. Ça, je pense qu'on ne vous a rien caché. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Donc, je disais tantôt qu'on va dans la vie tout court et surtout en politique où on vous ouvre les bras, où on vous accepte. Voilà. Donc, vous savez... Bon, ça, c'était la rupture avec le président de la République. Maintenant, la rupture avec la galaxie patriotique. Comment ça s'est passé? Oh, mais ça a été quasiment, on va dire, sur le même schéma, le même scénario. Voilà, on nous voyait ensemble, mais c'était, je dirais, une unité de façade. Parce qu'après, chacun rentrait chez soi, nous étions complètement en désaccord sur la façon dont il fallait mener les actions. Voilà, donc je le dis, je le répète, que pour moi, l'amour de la Côte d'Ivoire ne méritait pas qu'on appelle à la division et à la haine. La paix mérite l'union. Le développement mérite le rassemblement. Et tout ça, c'est des choses qui étaient inaudibles, qui n'étaient pas perceptibles. Pendant 10 ans. Mais qui le sont au RDR. Et c'est pour ça que j'y suis. Pendant 10 ans, vous n'avez pas perçu ce dérapage venir? Je vous avoue, pas les premières années. Mais vous savez, je ne suis pas un expert en politique. Hein. Je suis un citoyen lambda qui est venu en 2002, qui a participé... Un novice en politique? Si on veut, un néophyte.
un novice, un néophyte, j'apprends. Mais c'est vrai que ce sont les 4-5 dernières années que j'ai compris, peut-être par naïveté. 2 ans, 3 ans, on peut accepter, mais 4 ans, 5 ans après, mais il y a une certaine maturité qui se dégage. Mais déjà, ce qui s'est passé en 2004 avec les événements de novembre 2004, je n'étais pas d'accord avec le slogan « À chacun son blanc ». Voilà. Mais un slogan qui nous amène au Moyen-Âge. Voilà. Vous savez, ils n'ont pas compris que... Et c'est ce que le président de la République... En 2004 déjà. C'est ce que le président de la République... C'était un signal fort. Absolument. Mais vous n'avez rien fait. C'était un petit détonateur. Mais vous n'avez rien fait. Ah si, je l'ai fait. Mais tout ne se voit pas toujours. Les réunions de crise, vous savez, ne sont pas tout le temps médiatisées. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais réellement été intégré. La dernière question, Elie Alassou. Est-ce qu'aujourd'hui, le RDR, votre nouveau parti politique, peut vous faire confiance? Est-ce que vous êtes digne de confiance? Le président Houphouët-Boigny a commencé communiste. Il a fini capitaliste, libéral. Le président Mitterrand est un fils d'aristocrate français. Il a fini meilleur président socialiste de France. Laurent Fabius, la même chose. Un fils bourgeois de droite. Il est à gauche. Donc, je pense, et je ne suis pas en train de faire un plaidoyer, mais ils ont compris la chose très tôt. Oui, très tôt. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, vous savez. Donc, je pense que mon parti peut me faire confiance. Nous devons tous nous mettre à l'idée et à l'esprit que la paix doit avoir le dernier mot. Et la paix aura le dernier mot dans ce pays pour que nous puissions redevenir fiers d'être Ivoiriens et pouvoir léguer à nos descendants qui demain liront notre histoire que nous avons pu extirper la haine pour léguer un pays uni dans l'amour, dans la fraternité et dans l'espérance et le développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. À bientôt, si Dieu le veut. Au revoir.